respirez à fond. C'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Dans cette émission, je vous propose de partir en expé dans un des endroits les plus sauvages de la planète, en Alaska, où se trouve la montagne la plus haute du continent nord-américain. Et pour nous guider dans cette aventure, j'ai 3 aventuriers sur le plateau. L'un est skieur de pente raide, très raide, très raide même parfois. Aurel Lardy, bonjour. Salut Thibaut. Bienvenue. En face de vous, 2 guides de haute montagne, Alexandre Marchesso et Christophe Tricou. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thibaut. Bienvenue. Vous aussi, vous appréciez les degrés d'inclinaison dans la pente. Oh oui, mais on le dit pas. À nos heures perdues seulement. Ouais. Je crois qu'Alex, vous le faites même en monoski, les pentes raides. Oui, je m'y essaye. Je m'y essaye depuis quelques années, mais cette expé en Alaska, c'était la première fois en 15 ans que je partais avec des skis aux pieds et non pas avec un monoski, en effet. Ouais. Ça vient d'où, cette résurgence de garder les monoskis aux pieds ? Ça vient d'un film qui a conditionné tout le reste de mon approche de glisse. C'était Apocalypse Now, le premier en 1982. Bon, j'étais pas né, mais grâce au DVD, j'ai pu voir la rediffusion. Alors, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un que j'ai eu sur ce plateau à votre place il y a peu de temps. On va voir l'image. Est-ce que vous le reconnaissez ? C'est Régis Roland. Ah, voilà, c'est Régis Roland. Je ne sais pas si Aurel l'aurait reconnu. Le héros qui a le secret de la glisse dans Apocalypse Now et qui essaye de le garder face aux méchants monoskieurs qui veulent s'emparer du secret pour aller plus vite que le snowboarder. Les monoskieurs n'arrivent pas à le rattraper et Régis Roland devient l'icône du snowboard et il est un peu responsable de la mort du monoski d'ailleurs. Oui, on peut le dire comme ça. C'est lui qui a flingué, on va dire, la discipline. On va dire qui a fait exploser le snowboard plutôt. Bon, on vous voit, vous, sur un monoski. C'est aussi à l'aise dans la pente raide que des skis. Ça dépend des conditions de neige. Là, on est sur des conditions de neige poudreuse, mais en pente raide, sur des pentes beaucoup plus raides, avec de la neige beaucoup plus dure, c'est sûr qu'on est moins à l'aise qu'en ski où on a 2 quarts, forcément. Donc c'est pour ça que pour cette expédition, j'avais choisi de partir en ski, parce que je savais qu'il y avait des passages en neige dure, plus ou moins raides, mais en neige dure, et du coup, il fallait que j'assure l'itinéraire, la durée du trip. Aurel, sur des monoskis, ça donne quoi ? Écoute, j'ai pas d'image. J'ai jamais essayé encore. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas tout vu. Et à mon grand désespoir, j'ai même jamais vu Alex faire du monoski. Donc j'espère que cet hiver, on prend rendez-vous et que tu me montres quoi. Tu m'expliques. Bon. Et vous qui êtes d'une autre génération, Apocalypse Now, ça vous parle ou pas ? Alors effectivement, le nom, il me parle forcément. Mais pour être très honnête, j'ai jamais vu ce film. Ah ouais. J'en ai toujours entendu parler, mais j'ai jamais vu. Et voilà une petite séquence. Ouais, alors le maquillage, ça par contre, on est bon. Ouais. Celui-là, on a les paillettes. Là, c'est Régis Roland, le snowboarder, et derrière, on a les mauvais, les méchants monoskieurs qui vont être exterminés. Ah ouais, c'était vraiment la crème de la crème. On voit Alex derrière. Je te vois là, hop, tu tombes. Non, mais par contre, en 2006, Didier Lafont avait fait le 4e épisode, du coup, avec Aurélien Ducrot. Et du coup, là, j'avais 17 ans à l'époque, et je faisais partie de l'escadrille qui essayait de le rattraper sur le domaine des Grands Montets. Alors ça, c'est une très belle anecdote. Non, mais là, il y a un très beau jeu d'acteur. Hein, quand les monoskieurs se font shooter en l'air et qui miment le fait de te faire attaquer. Ils en rajoutent pas trop. Bon, vous, Christophe, vous êtes plutôt dans le camp des survivants. C'est plutôt le snowboard qui est votre engin de glisse de prédilection. Non, moi c'est les skis. Ski aussi. Ah ouais, je fais pas de monoski, mais je fais plus du ski que du snowboard. Ouais, du snowboard. Donc, Christophe est un skieur généraliste. Moi j'aime bien un peu tout, oui. Bon. Toutes les glisses sont représentées, du monoski, du snowboard et puis du ski. Mais si vous êtes tous les 3, c'est pas pour refaire la guerre entre le monoski et le snowboard, mais c'est pour effectivement parler de cette aventure que vous avez vécue en 2023 et que l'on peut découvrir dans un film qui s'appelle Les Jours Sauvages, qui a été présenté aux Rencontres Ciné-Montagne de Grenoble cette année. Une aventure qui a duré près de 2 mois, entre plaine et montagne, jusqu'à l'océan. L'objectif de l'expédition, c'était le Denali, Alexandre, qui est le point culminant de l'Amérique du Nord. L'objectif principal, c'était de se perdre pendant 50 jours avec 4 amis d'infortune au fin fond de l'Alaska et d'imaginer une traversée esthétique du massif du Denali en passant par le point culminant, donc le sommet du Denali à 6300 mètres, puis le mont Foraker, qui est le 2e sommet à 5300 mètres, de continuer jusqu'à la fin des glaciers, de monter sur nos petites embarcations et de rallier l'océan Pacifique. Alors cette montagne, le Denali, elle a une particularité, c'est la plus grande du monde. Alors moi, j'avais appris bêtement que c'était l'Everest, c'est pas vrai, Aurel. Et alors non, effectivement, le Denali est la montagne la plus grosse alors en termes de dénivellation, c'est-à-dire que de sa base, disons à la Rimée,
des glaciers pour atteindre son sommet. En face nord, il y a jusqu'à 5000 mètres de dénivelé, ce qui est juste gigantesque. Et même en Himalaya, on ne trouve pas ça. Donc c'est vrai que d'avoir fait en plus de ça le tour un petit peu cette montagne dans notre approche depuis le nord, de l'avoir contournée et puis d'être allé jusqu'à son sommet, tout ça en tirant des poulkas à 110 kg chacun depuis le départ à une cinquantaine de kilomètres de la montagne. C'était juste exceptionnel et on a passé beaucoup de journées dessus et des journées fantastiques. Ouais. Christophe, Alex le disait, l'objectif, ce n'était pas forcément le sommet, c'était de se perdre dans cette nature sauvage avec des poulkas qui ne sont pas forcément toujours faciles à tirer. Pas forcément toujours nos amis. Non, des fois, on leur crache un peu dessus, mais bon, elles emmènent tout notre matériel avec nous. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment l'arrivée, le point d'aboutissement. Et là, on peut voir vraiment cette neige très 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 légère on peut rencontrer des fois en France ou un peu dans les Alpes, mais c'est très très rare parce qu'en fait on est lié vraiment au climat de l'océan qui est très proche, et donc on a une neige qui est très très légère, et donc des fois on met les pieds en dessous et on n'a aucune cohésion, aucune portance jusqu'à des fois 50-60 cm, donc on cède. Vous avez fait combien de kilomètres dans ces conditions avec les poulkas derrière vous? Ça, c'est Alex qui est dans les chiffres. En vérité, tout ce qui est chiffres, alors on sait que c'est 50 jours, mais en termes de kilomètres purs, on n'a même pas sorti la trace GPS à la fin, tu sais, Aurel? Alors, je crois qu'on a 200 km de rivière. Ok. Donc, on a dû faire 300 km de poulka et de tirage en tout genre ou de portage. Voilà, donc à peu près 300 km. Alors, vous étiez 4 dans cette aventure, vous êtes 3 sur ce plateau, il en manque un, c'est Elias Mirou, qui est actuellement en séjour linguistique pour parfaire son anglais. We are heading with friends this year to traverse all the range by ski from the north to the south. Okay. Okay? So are you looking to talk with one of our climbing rangers about like the route information and You want to start? Yes, I would love to like if it's conditions, like conditions? conditions, but also another thing about the permit. Okay. What is your last name? My last name is Millerou, Millerous. Millerou. I'm French, I have a very bad accent, sorry. Bon, c'est pas très sympa quand même de se moquer de son accent. Oh, là, c'était obligatoire, en fait. C'était tellement spontané et il était tellement bon et mauvais à la fois qu'on a explosé de rire. Hein. Mais pour sa défense, il est au Canada au Banff Festival en ce moment, et on a une très belle séquence de la remise d'un prix de Snow Sport, qui a été décerné au Banff Festival la semaine dernière. Et il y a une très belle séquence de lui en anglais sur la scène et qui a été filmée, qui est extraordinaire. Bon, on essaiera de la retrouver. Oui, il faudra la retrouver. Le jour où il viendra ici en plateau. Aujourd'hui, la tendance des expés, c'est être léger, rapide, hein, comme Benjamin Védrine, par exemple, peut le faire en Himalaya. Vous avez donc choisi l'inverse, lourd et lent. On n'a pas choisi, c'est juste qu'on ne peut pas faire du fast and light au niveau de Benjamin Védrine. On n'a pas le niveau, donc on se cache derrière des soi-disant, d'une soi-disant éthique, mais en fait c'est parce qu'on ne peut pas s'aligner physiquement. Il faut les tirer quand même, les poulkas. Hein. Oui, il faut les tirer, mais on est vraiment dans une forme d'alpinisme de contemplation, où à l'inverse du fast and light, nous on est dans le heavy and slow. Donc on s'est inspiré un peu de ces pionniers. Par exemple, le Denali a été gravi en 1913 par une équipe qui était extrêmement lourde, avec des traîneaux comme nous, mais en 1913 avec toute la nourriture pour 2 mois d'expé dans l'inconnu. Donc ils avaient utilisé à peu près le même itinéraire au début de leur expédition, et nous on s'est inspiré de ces pionniers qui allaient à l'exploration comme ça et qui passaient plusieurs mois sur place. Pionniers et en même temps style léger, comme on peut l'être aujourd'hui avec notre matériel, donc on peut appeler ça du style alpin pionnier.
en quelque sorte. Il y avait quoi dans ces poulkas Aurel, vous étiez en autonomie complète là, pour ces 50 jours? Alors ça faisait partie du pari, c'était d'être en autonomie complète, ce qui signifiait par exemple, on savait très bien qu'on allait avoir entre 7 et 10 jours de rivière à la fin potentiellement de navigation. Donc ça impliquait en autonomie complète d'avoir dès le début, dès notre départ, au jour 1, des kayaks et des pagaies dans nos luges. Et puis de mémoire, je pense que ce qui prenait le plus de place, c'était tout simplement la nourriture. On avait sur nos luges 50 kilos chacun de nourriture pour subvenir à nos besoins sur les 50 jours d'expédition. Et donc là, pour la petite anecdote, au niveau des lyophilisés, il a fallu les ouvrir tous un, par goût, et les mettre dans des grands sacs qu'on voit ici, ce qui nous a permis de gagner forcément beaucoup de place. Et ça a été quelque chose d'assez intense et assez différent en fait. J'avais jamais eu l'habitude d'ouvrir autant de lyophilisés et puis à la fin en fait au niveau des saveurs on n'en pouvait plus. Tout se ressemble j'imagine au bout de 50 jours. Tout est mauvais, rien n'est bon, tout est bon, voilà on ne sait plus. Mais en même temps on a besoin d'énergie, beaucoup d'énergie chaque jour, donc on est aussi content de les manger tous les soirs. Oui, parce que c'est poulkas d'une centaine de kilos, je crois, à peu près, à tirer. Alors, on a vu que sur le plat, c'était compliqué, Christophe, mais c'est pas tout plat pour aller jusqu'au pied de ces montagnes. Donc, en pente, c'est encore plus costaud. C'est encore plus costaud. Et à des moments, on a même été obligé de les tirer à 4. On s'est accrochés tous les 4 à une poulka pour pouvoir passer une partie du glacier en fait un peu avant le Kaytna Pass où là on a passé une journée complète simplement en fait à faire 300 mètres de dénivelé avec toutes les poulkas et sinon on sent là sur ces images que c'est lourd. Ouais, j'avais un autre terme mais c'est parfois interminable hein, et puis c'est vrai que quand la neige était mauvaise en fait ce qu'il fallait faire c'était de laisser la luge sur place et puis d'aller faire une trace au préalable, donc en étant léger, hein, sans charge, et puis revenir par la suite chercher la luge. Puis là, comme disait Christophe, c'est le moment où on tirait ces luges au niveau du premier icefall qui nous permettait de rentrer vraiment, comme dit Alex dans le film, dans les portes de la haute montagne, je crois que tu dis. À la descente, c'est plus simple à gérer la poulka ? Pas forcément. Pas nécessairement. Mais au bout d'un moment, on commence à la dompter. On arrive un petit peu en fonction de la neige à la dompter, mais c'est pas facile parce qu'elle se retourne quand même souvent et si elle commence à partir en tonneau, alors là il y a tout qui part. Là on vous voit justement pour descendre une pente plutôt raide, il fallait les attacher un peu comme un rappel pour un être humain. Ouais, c'est ça. Là on a fait un corps mort et puis on mouline les poulkas, on a 2 fois 60 mètres de corde, donc on les met bout à bout et en fait on arrive à faire un rappel. À mouliner un petit peu sur 120 mètres de long et puis voilà, on les voit là qui guident les luges parce qu'elles ne sont pas forcément bien équilibrées. Avant la grande chute. On comprend bien le concept du lent et lourd sur ces images pour quelques mètres de descente. Effectivement, sur cette scène, vous frôlez la catastrophe, Aurel. Ouais, là on a eu chaud, c'était le 12e jour, c'était même pas le 13e jour. Comme quoi. Et en fait, la malédiction est partout. C'était vraiment un moment un peu important. C'était le premier crux du voyage. C'était le moment où on passait le col qui nous permettait vraiment de venir chercher le glacier de la voie normale du Denali pour ensuite aller au camp de base, faire une cache, laisser nos affaires et puis commencer à aller sur les montagnes Denali par lesquelles on a commencé. Et effectivement, on a eu un moment très très chaud hein, avec des lumières bien rouges fluo. Où avec Elias, on est tombé dans une crevasse ici, il y a un pont qui a cédé, et c'est dans une situation où derrière il y avait 3 ou 4 jours de mauvais temps, et on a pris tous une bonne baffe au visage, et ça fait partie de la montagne, ça fait partie de l'autonomie complète, ça fait partie d'un voyage en itinérance en haute montagne, et là effectivement on a quand même eu pas mal de chance, et on s'en est réjoui, et puis derrière on a vu les choses différemment, et on a essayé de mettre en place un peu plus de sécurité. Alors, une petite alerte sans dégâts. De toute façon, sur des expéditions comme ça, la prise de risque, elle est obligatoire, Alexandre. Elle est inhérente à ce genre d'activité, d'autant plus que sur une expédition, par rapport à nos pratiques journalières dans le massif du Mont Blanc et d'ailleurs, on a tendance quand même à relever le curseur de l'engagement parce qu'on sait que c'est qu'une fois qu'on sera ici dans notre vie probablement. 50 jours, tous les 4, c'est pas trop pesant cette solitude à 4, Christophe ? Non, pas du tout. C'est comme dans la vie active avec un couple, avec des frères et sœurs, on se pique le nez, on se prend le chou, on a des idées un peu divergentes à des moments, mais voilà, comme je disais là tout à l'heure, à chaque fois qu'on retournait dans la tente le soir, en fait,
il y avait cette routine qui s'était mise en place. Il y en a un qui s'occupe de la nourriture, l'autre qui met en place le camp et tout ça. Et en fait, tout se remettait plus ou moins à zéro. Vous aviez un petit rituel aussi surprenant, Aurel, celui des paillettes. On ne s'attend pas à ça dans une expé au fin fond de l'Alaska. Ouais, alors les paillettes, pour tout te dire, c'est quelque chose qui vient plutôt d'Elias et Alexandre, qui avaient, au cours de leur premier voyage un petit peu dans ce genre-là, sur le Mont Logan au Canada, ils avaient un petit peu découvert ce monde de la paillette et des strass qui leur va très très bien au teint, ils sont vraiment magnifiques. C'est un plaisir de partager une ascension avec eux. Et en fait, c'était un petit peu notre rituel la veille ou le jour même d'une ascension pour avoir du beau temps. Et puis pour aller chercher ce sommet et puis le partager encore plus fort que ce n'est en réalité. Bon, il y avait un peu de poids superflu alors quand même dans absolument le cas, pas, non? tout le monde rigole de cette anecdote, mais en réalité, avec Elias, on est convaincu que ça a un intérêt météorologique réel et indispensable pour conquérir les plus hauts sommets de la Terre. C'est pour faire venir le beau temps. On part du principe que si on est beau en montagne, la montagne le ressent et sera belle avec nous. Et sache qu'ils ne le font pas dans le massif du Mont Blanc. Non. Ah, ça marche pas dans le Mont Blanc, ça marche qu'en Alaska. C'est au-dessus de 5000 mètres. Ah oui, d'accord. Donc la paillette, elle a des effets. Dans le massif du Mont Blanc, on a trop d'informations sur la météo, ça sert à rien. Oui. On sait si on y va ou si on n'y va pas. Là-bas, quand tu y es, tu dois juste prier. C'est sûr. Bon, on peut croire à la magie de la paillette, ça coûte rien de toute façon. C'est vrai que quand tu vas en Himalaya ou quoi, là-bas ils font des prières, ils ont tous ces grands temples et toutes ces choses-là, et là-bas c'était différent. Pour passer le temps, quand on est comme ça perdu en Alaska, il y a aussi la chasse à l'ours, qui est une activité qui peut être détendante. On vous voit là avec une rencontre, j'imagine, un peu stressante. Je dirais que c'est plutôt la chasse par l'ours. Ouais, c'est dans l'autre sens. La chasse de l'ours. Ouais. Parce que là, il vient vers vous. C'est Elias qu'on entend crier comme ça. Et là, en fait, on était tous les quatre et on nous avait prévenu, on nous avait dit, les gars, attention, les black bears, ils sont curieux, ils peuvent être méchants. Et évidemment, on sort des glaciers, on arrive dans les moraines et puis on se retrouve petit à petit dans la nature à nouveau. Et puis voilà, ni une ni deux. La veille, je crois qu'on avait croisé une trace et puis ce jour-là, l'ours est venu vers nous et on a fait une petite trace au fond du slip quand même. Hein. Ah, on fait pas les malins à ce moment-là. Non, pas du tout. Là, on crie en fait parce qu'on nous a informé qu'une des seules chances qu'on avait face à un ours, c'était de lui faire croire qu'on pouvait être plus fort que lui. Donc ça reste dans le domaine du cinéma, on est d'accord. Donc en fait, quand l'ours arrive, on se regroupe comme un seul homme et on fait des gestes en criant le plus fort possible, en espérant qu'il aura peur. Là, pour le coup, ça a fonctionné, mais s'il avait commencé à traverser la rivière, nous, on avait juste un petit bear spray, c'est une espèce de petite bombe lacrymo au poivre à destination des ours qu'on n'avait jamais utilisé, donc on ne savait pas si ça allait fonctionner. Pour nous, il était inenvisageable de posséder une arme. Du coup, on est parti juste avec ça. Finalement, l'ours est ensuite parti, mais j'aurais pas aimé avoir à actionner le bear spray alors qu'il nous fonce dessus quand même. On dort serein derrière quand on est dans la tente et qu'on sait qu'il y a... C'est vrai qu'aussi on est en début de saison, en fin d'hiver, en toute fin d'hiver, et donc tout le monde nous dit avant. Ils ont faim. Les ours, ils ont faim. Ouais. Les ours, ils sortent de la neige et ouais, ils ont faim, donc ça fout un petit peu la trouille. Mais après, je crois à partir de ce moment-là, le premier ours qu'on a croisé, on s'est dit ok, là on était vraiment un peu dans la pinette, dans la toundra, dans des grandes branches, et on s'est dit ok, on va essayer de rester quand même un tout petit peu ensemble, parce qu'à des moments on s'éloignait un peu, on était vraiment un peu étirés sur des centaines de mètres, et à partir de ce moment-là on s'est dit ok, on va garder un piolet pas trop loin et en même temps on va essayer d'être pas trop loin les uns des autres. Bon, vos cris en tout cas ont été efficaces puisque l'ours s'est enfui. Je ne sais pas s'il sait qu'il est célèbre dans un film qui est diffusé dans les grands festivals un peu partout dans le monde. Instagram, Et voilà. S'il se reconnaît d'ailleurs. Il va peut-être demander des droits d'auteur. Hein. c'est possible. Bon, alors il y a peut-être encore plus incongru dans votre aventure que cette rencontre avec l'ours. C'est le retour à la civilisation imprévu, comme ça, au milieu de la montagne. Vous tombez sur un aérodrome d'altitude assez surprenant. Vous le saviez que vous alliez tomber sur ce lieu? Et ouais, en fait, c'est un petit peu la règle et la loi du Denali. On savait très bien comment ça fonctionnait. Ça, en fait, pour expliquer assez simplement, ce sont ou des alpinistes qui viennent se faire poser au pied du Denali, parce que le Denali et ce massif est quand même très reculé. Il est loin de la civilisation, hein, tout simplement. Et donc là, pour la petite anecdote, les gens qu'on voit là, c'était pas des alpinistes, c'est des gens qui venaient se faire poser sur le glacier. Ils faisaient vraiment 3 selfies, 3 vidéos. Il restait 10 minutes et puis l'avion redécollait par la suite.
Et puis là, on voit au fond le mont Foraker, qui a été la seconde montagne qu'on a eu la chance de gravir et de skier. C'est un peu deux mondes qui se croisent quand même. Vous, avec vos poulkas et vos jours de marche, et puis... Nous, quand on arrive au camp de base, ça fait une petite vingtaine de jours, 16 jours, 17 jours qu'on est déjà dans la montagne. Donc on s'est vraiment acclimaté au wild, à l'aspect sauvage. Et du coup, on arrive sur ce terminal d'aérodrome où il y a des gens, ils débarquent sur le glacier. Le matin même, ils étaient à l'hôtel à Anchorage en train de boire un café et manger un croissant. Et du coup, cette rencontre où eux ont l'impression de vivre une aventure exceptionnelle et sont hyper chaleureux, nous accueillent, mais ils pensent qu'on arrive comme eux depuis un avion. Et du coup, quand on essaie de leur expliquer notre itinéraire avant d'arriver jusque-là, on se rend compte qu'ils percutent pas du tout. Et c'est là qu'on se rend compte du fossé culturel. C'est même pas sportif, hein, c'est culturel entre les deux approches de la haute montagne. Il aurait fallu qu'ils voient vos images des jours précédents où les conditions météo, malgré les paillettes, elles n'ont pas forcément été les plus clémentes. Hein. Non, pas toujours, c'est sûr. Mais bon, on s'adapte. Hein. L'alpinisme, c'est un sport d'adaptation, de toute façon. Ça mine le moral, Christophe, quand la météo, le vent notamment, est persistant? Le vent, c'est dur pour le moral, oui. Quand le vent n'arrête pas et en plus, après, quand on se met dans la tente, il faut mettre les bouchons dans les oreilles pour pouvoir réussir à dormir. Mais en fait, j'ai l'impression quand même, on a toujours eu beaucoup de difficultés à avancer sur certaines parties, mais par contre, on a toujours avancé. On a toujours avancé et ça, je crois qu'on s'en est pas forcément rendu compte sur le coup parce que on voyait vraiment la difficulté des fois. Mais par contre, après coup, je crois, à la fin, on s'est dit, mais en fait, on a toujours avancé et ça s'est toujours plus ou moins ouvert devant nous. Donc, on n'a pas grand-chose à dire. Il y a bien des moments où vous avez eu le vent dans le dos quand même. Moi, plus souvent de face que dans le 49e jour, moi, j'ai vu le vent dans le dos. Hein. Tu l'as bien eu dans le nez, le 49e jour. Ouais, 49e jour. Et après, quand on a traversé la rade d'Anchorage pour arriver en face, on a eu le courant dans le nez. Ouais. Bon, ça laisse quelques traces, quelques souvenirs, Aurèle, hein, d'être pris dans le vent. Et ouais, c'est rude, hein, ça change des visages, ça change des hommes. Et comme dit Chris, je le rejoins complètement, c'est que c'est insupportable en fait quand le vent vient s'immiscer dans ta capuche pendant des heures et qu'il faut avancer dans ces conditions-là. Après, on a quand même écouté beaucoup de musique, ça nous a beaucoup apaisé, ça nous a aussi permis de se couper de ce monde de glace et de froid hostile à l'homme. Et du coup, aussi bien dans l'attente que dans nos approches et dans nos marches, on avait tous un petit peu de musique et ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis au-delà de réunir une équipe techniquement exceptionnelle, ce qui était le cas de mes amis, la principale chose pour aborder ce genre d'expédition, c'est d'y aller avec des potes exceptionnels, avec qui on sait que dans les bons moments comme dans les mauvais, on sera toujours une seule et même équipe et ils seront là et aussi on sera là pour eux. C'est la base. Ils vous filment même en plein effort, en pleine forme. À l'arrivée d'un des... L'alpiniste des années 60. Exactement. Quand on est 4 comme ça, on n'a pas forcément tous les mêmes limites physiques ou les mêmes limites psychologiques. Alors vous le dites, faut s'adapter. Comment se trancher les décisions quand vous n'étiez pas d'accord tous les 4? Déjà, on se posait la question. Déjà, on en parlait. Ouais, déjà, on ouvrait la discussion. On ouvrait la discussion. Ensuite, ça a toujours été très collégial, nos prises de décision. Donc, où chacun argumente, chacun laisse parler l'autre. Et à la fin, on tranche. Et puis, on a quand même, j'ai envie de dire, plus ou moins le même background alpin. Alors, certes, avec des différences, mais on est de la même époque. On vit dans les mêmes massifs. Donc, notre approche, elle est assez similaire d'un point de vue culturel. Mais c'est sûr qu'il y a eu notamment une grosse discussion au Foraker où le mauvais temps arrivait, ça devenait très engagé. Et là, il y a eu une petite dissension qui s'est réglée plus tard, mais il y a eu quand même des prises de parole assez fermes. Et surtout, il y a eu un débriefing après. Donc je pense que c'est ça aussi notre force, c'est qu'on arrive à dire les choses quand elles se passent. Et quand ça pète, on arrive à désamorcer juste après. Et c'est aussi une des conditions très importantes dans ce genre de périple, c'est d'arriver à conserver cette bonne entente, en fait. Ouais, et puis que personne se barre. Oui, il y aurait très bien pu avoir un moment, un de nous 4 qui disent... Les mecs, là, moi, ça me convient plus, que ce soit physiquement ou alors par rapport à l'ambiance ou n'importe quoi, j'arrête. Alors que là, en fait, c'est ça aussi qui est vraiment un truc extraordinaire, c'est de finir à 4. Bon, pour mettre en image ce que vous venez de raconter, Jolie, cette petite scène où vous discutez, que vous n'êtes pas forcément tous du même avis pour aller sur le deuxième sommet de l'expédition. Le ski sera pas bon, mais la montagne, elle est trop belle. Moi, j'en rêve. Mais cette météo...
avec tout ce qu'on a à parcourir pour arriver finalement au pied de la ligne, moi ça me fait peur. Faire le sommet dans des conditions un peu qui ressemblent à ça, on va se faire attacher un peu la tronche. Moi, je suis en zéro plaisir. Moi, honnêtement, j'ai fait 3 fois le Denali dans ma vie. Ouais, et tu en as déjà parlé. Ça, c'est hyper important. Bien sûr. Initialement, dans le projet, c'est initialement important. Hyper important. On a 4 jours de nourriture. On a déjà fait. Ouais, il nous en reste 3. On peut s'adapter avec la météo. On peut s'adapter. Je pense que le ski sera excellent. Comme il était mauvais au Denali. Comme il était mauvais au Denali. Par contre, après, moi, si on me dit on descend en bas et puis on va faire du freeride, moi je dirais, j'ai autre chose. À toute la base du trajet, je m'en poserai. Je savais pas skier. Bon, il y avait un petit peu de vent aussi pour se mêler à la conversation. Si je résume, vous êtes 4, il y en a 3 qui ne veulent pas aller au sommet, 1 qui veut y aller, puis c'est finalement la minorité qui l'emporte. En fait, je pense, hein, tu me dis Christophe, mais je crois qu'il y en a un qui est déterminé, il y en a 2 qui ne savent pas vraiment, et il y en a un autre qui est déterminé, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. On peut le dire comme ça. Moi, j'étais qui, moi? Toi, tu voulais aller rider en bas. Ah ouais, c'est moi qui ouvre la discussion déjà. Oui, déjà, c'est moi ça, qui c'est beau. m'arrête. J'étais devant et je dis ok, là on s'arrête parce que là il faut qu'on discute. Pour remettre un petit peu juste dans l'ordre, on est en haut du Crosson, c'est 2000 mètres de face et ensuite on doit attaquer une traversée de 13 km d'une arête et ensuite on attaque les 2000 derniers mètres de dénivelé pour arriver au sommet du Foraker. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu le point, pas de non-retour, mais le point de si on veut revenir en arrière, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est vraiment là où on se pose la question. Et, on s'engage. On s'engage, exactement. Et on ne sait pas la météo. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de jours juste en face. Le Denali, il est juste en face du Foraker. Donc, on l'a en visuel depuis au moins 10 jours. Et on voit cette arête entre le Crosson et le Foraker qui est quasiment tous les jours dans le brouillard. En fait, il y a le vent qui peigne cette arête et qui la met dans le brouillard. Et on se dit, imaginons si on se fait prendre dans ce brouillard, et ben en fait, même au GPS, ça serait très compliqué de revenir. Donc, en fait, on peut avoir, comme le routeur météo nous l'annonçait, une très belle météo. Mais par contre, toute cette arête-là, en fait, elle est prise par le vent qui arrive de l'océan. Et en fait, elle est tout dans le brouillard. Et on est dans 100 km/h de vent. Donc, en fait, il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Il n'y a pas de trace des GPS. Donc, en fait, là, c'est très compliqué. Donc là, c'est le moment où je pense que... Je ne sais pas si je parle au nom de tout le monde, mais on a le plus appris les uns des autres. Et la décision qui a été prise, c'était la bonne. Et voilà, on en est tous contents aujourd'hui. Et voilà, on a chacun appris. Autant Elias a appris par la manière, lui, d'agir et son idée, que nous, on a appris sur l'idée qu'on en avait de ne pas forcément aller au sommet, mais par contre qu'on allait se mettre quand même dans des conditions compliquées, mais qu'on allait arriver en haut. Et vous y êtes arrivé en haut, puisque ça sont les images qui suivent cette discussion. Finalement, c'était, comme le dit Christophe, la bonne décision, Aurel. Moi, je trouve que cette séquence de la discussion, elle est fantastique parce qu'en fait, on comprend très bien et ça image parfaitement qui est Elias Miller-Hughes et pourquoi c'est un si grand alpiniste et pourquoi il a eu un Pialet d'or. Et en fait, ça a été super enrichissant déjà au niveau de la discussion. Et puis, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a enrichi aussi au niveau de l'expérience. Et aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose de difficile, dès qu'il y a une épreuve en montagne et qu'il y a quelque chose pour lequel j'ai des doutes, je vais toujours me souvenir de cette journée et de ce moment où effectivement, tant qu'il n'y a pas trop de risques, qu'on n'est pas déjà au feu rouge, on va voir, on se permet d'avancer, on a le temps, on n'est pas forcément en danger. Après, ça reste la montagne, il y a toujours cette peur, elle fait partie du jeu. Et puis là, le fait d'être 4, on pouvait vraiment échanger, se soutenir les uns les autres. Là, effectivement, si tu es seul, tu es en solo, peut-être que la question, elle se pose même pas et que le demi-tour, il est déjà fait il y a un moment. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de marquant qui représente bien Elias et qui, je pense, en tout cas, nous, personnellement, moi, m'ont vraiment aidé dans ma construction et aujourd'hui, j'y pense tous les jours. Bon, si l'objectif, c'était pas le sommet ou les sommets, il y a quand même de l'émotion, Alexandre, quand on arrive tous les 4 au sommet du Foraker. Surtout au Foraker, le premier sommet, le Denali, c'est un sommet qui est quand même très parcouru. Même si on était en tout début de saison, on était seul en haut, on a quand même croisé des rangers et du monde sur la voie normale. Là, le Foraker, pendant 4 jours, on est tout seul sur une voie qui est techniquement accessible, mais qui est extrêmement engagée. En termes d'ampleur, 4000 mètres de face, comme ça, avec 13 km d'arête, c'est gigantesque.
Et on était la première équipe de l'année à la tenter et donc à la réussir. Et là, les images du sommet, là, quand on arrive en haut, je me souviens de ce moment où il y a Aurélien qui me rejoint, on se prend dans les bras. On ne se connaissait pas avant l'expédition. Et c'est à ce moment-là qu'on est vraiment devenus frères, quoi, parce que c'était tellement beau, tellement... je sais pas, t'es en apesanteur, t'es au-dessus du monde, au-dessus du temps, tout s'arrête, il y a une espèce d'ambiance mystique. Et là, je me retourne et je vois Aurel, les larmes aux yeux, qui me regarde. Moi, je fonds en larmes et on se prend dans les bras et on se dit qu'on s'aime. Et il y a eu plein de petits moments comme ça dans l'expédition qui étaient vraiment très intenses et qui font la grandeur de ces projets. 5304 mètres, pour se dire je t'aime, c'est pas mal comme, C'est pas mal. comme altitude. Alors, il y avait un doute sur la qualité de la neige pour la descente, parce qu'on voit que vous êtes avec les skis, donc vous ne les avez pas montés pour rien. Finalement, ça donnait quoi cette descente, Aurel? Alors en fait, le gros avantage de ces énormes montagnes, c'est qu'en fait, vu qu'on était quand même dans une démarche de traversée, de voyage, de quelque chose de plus grand qu'une descente elle-même, et ben on s'est permis de prendre un pied fou à skier des voies normales et qui sont pour moi, quand on voit ces images de la Sultana, c'est comme être dans un rêve. Et je crois même pas, franchement, avoir eu des rêves comme ça beaucoup dans ma vie. Et c'est quelque chose de concret qu'on a vécu sur une neige pourrie, mais au-dessus des nuages, dans le ciel, avec des copains. Et là, on était à la moitié de l'aventure, en fait, quasiment. Et c'est quelque chose de très, très puissant et qui restera à tout jamais dans nos têtes. Et moi, quand je vois ces images, je me dis, mais j'espère et j'ai hâte de re-regarder ce film dans une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et me dire, wow, avec les copains, on a quand même vécu et c'était fantastique ce qu'on a partagé et ce qu'on a créé, construit ensemble, c'est inestimable. Inestimable. On le conçoit, même si on n'y était pas, évidemment, quand on voit ne serait-ce que cette petite séquence, on sent même dans la prise d'image qu'il y a quelque chose de Oui, et puis un peu magique. C'est loin d'être les meilleurs virages de notre carrière, mais ça reste les plus marquants parce que pour chaque virage fait durant cette descente, il y a eu une énergie, une souffrance immense derrière, et du coup, en fait, la saveur de chacun de ces virages, elle est stratosphérique. Bon, fallait bien en profiter, en plus, Christophe, parce que derrière ces descentes un peu magiques, il a fallu reprendre les poulkas avec un peu moins de neige. Les recharger, exactement. On a rechargé toutes les poulkas à fond et là on s'est éloigné de la civilisation parce qu'on était au landscape, l'endroit où il y avait les avions et en fait là on a redit au revoir à tout le monde pour la deuxième fois et là on est reparti. Ça donne moins envie là, les images qu'on voit. Oh. Donc là il y avait deux équipes. Il y a l'équipe qui tirait les poulkas et même dans l'herbe ou alors au milieu des arbustes et il y a l'équipe qui les portait. Deux écoles. Deux écoles, exactement. Là ça a été rude, voilà. On a vécu un petit peu dans l'humidité. On s'est mis dans les combinaisons sèches à partir de ce moment-là et on les a quittés vraiment au dernier jour. Quand on est sorti de l'océan. Cette image est fantastique. Et ce qui est génial dans cette séquence, c'est qu'on en parle beaucoup, mais là, on voit vraiment l'ensauvagement qu'on a vécu. Et comme on explique, c'est qu'en fait, on a eu la sensation de redécouvrir nos sens et de se foutre de plein de choses royalement et de se concentrer que sur les bases même d'une vie en nature. Et c'était manger, dormir, aller aux toilettes et avancer. Et cette sensation-là, elle est juste incroyable. C'est quelque chose de dingue. Et je ne sais pas si on peut vraiment la trouver autour de chez nous, parce qu'en fait, on est quand même très souvent pas très loin, je dirais, d'une ville, d'un village. On va toujours croiser quelqu'un en montagne. Et là, c'est vrai que pour le coup, en Alaska, on a vraiment vécu un ensauvagement très radical et qui a été magnifique et assez difficile à vivre une fois de retour à la maison. Ouais, revenir sur une réalité différente, plus quotidienne. Vous l'avez dit dès le début, vous aviez mis dans les poulkas, c'est peut-être pour ça qu'elles étaient si lourdes, les packrafts qui devaient vous permettre de finaliser le parcours sur les rivières. Ouais, tout à fait. Alors, on avait récupéré les packrafts. Pour la petite anecdote, ces packrafts nous ont été prêtés par le GMHM, le groupe militaire de haute montagne. Et c'était des prototypes qu'ils avaient. Et sur le marché, il n'y avait peut-être pas forcément de kayak à ce moment-là plus léger, ou en tout cas, il y avait des équivalences, mais c'était assez difficile à en trouver. Et en termes de poids et de volume, c'était vraiment, vraiment minime. C'est pas ce qui était le plus lourd dans nos kayaks. Là, on voit Alex, très heureux de prendre enfin la voie de l'eau. Et c'est vrai que ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bien de plus porter, en fait. Ça, c'était quelque chose de dingue. À partir de là, on n'avait plus rien à se mettre sur les épaules.
C'était un vrai soulagement. Et là, Chris, lui qui avait une vraie expérience quand même en eau vive, se faisait grand plaisir. C'est juste qu'il n'avait pas peur. Il avait quand même un peu d'expérience. C'est qui là qui m'a Ouais, tout appris. sur les 7 jours de rivière, la première était classée en catégorie 4. Ouais, je pense 4. Catégorie 4. Alors, c'est déjà un certain niveau, mais pour des kayakistes chevronnés, c'est pas grand-chose. Sauf que là, il faut rajouter l'engagement du lieu où on le fait, avec des bateaux qui sont ultra allégés au minimum, donc qui risquent aussi de se percer, qui ne sont pas forcément faits pour naviguer dans ce type de terrain, et aussi qu'on est exténué de 40 jours d'expé. Donc ça fait quand même un beau mélange qui augmente un peu le risque dans ces conditions, quoi. Mais c'était un très bon souvenir. D'ailleurs, Elias Miro a prouvé qu'il était plus à l'aise avec un piolet qu'avec une pagaie. Hein. C'est lui qu'on voit là-bas au fond, en train de se baigner, parce que peut-être elle était bonne, l'eau, non? Il avait faim et on se doutait qu'il y avait des saumons un peu sur le kayak, alors il s'est dit, allez, je plonge, je vais voir. Chercher à main nue. Moi, je crois que ça l'a pas trop fait rire. Hein. Non, surtout que l'eau est très froide. On imagine bien. Mais ça, c'est encore pas parfaitement goupillé parce que moi j'étais derrière et en fait, boum, j'ai pu. Parce que là, tu perds vite du matos aussi. Oui. Tu perds vite une pagaie, vite je ne sais quoi, et du coup, après, t'es embêté. Tout à fait. Et ouais. Je suis sûr que ce qui vous a beaucoup fait rire aussi dans votre expé, c'est qu'après avoir passé des jours à tirer les luges, surtout les sols, neige ou autres, vous êtes mis aussi à tirer les pacrafs. Alors ça, il faut comprendre. Ouais, c'était pas du tout prévu. Nous, on s'était dit, dans le lac glaciaire, au début de la rivière, on en a fini avec le portage. Normalement, si nos calculs sont bons... La preuve. Si nos calculs sont bons, on devrait réussir à retourner jusqu'à Anchorage, jusqu'à la capitale, par la voie de l'eau. Or, quand on arrive dans le Pacifique, il reste 30 km à remonter dans un fjord. Donc là, on se dit, on va utiliser les marées. On attend la marée basse, on attend que la marée remonte et on remonte avec le flux. Sauf que quand on attendait cette bascule des deux marées, le vent du nord s'est mis en place et du coup, on ne pouvait plus remonter dans le fjord. Donc là, il a fallu retourner à la terre la plus proche et au lieu de naviguer, on a dû tirer nos packrafts dans la boue. Alors que ce n'était pas du tout prévu et ça, c'était l'avant-veille d'arrivée. Donc psychologiquement, pour moi en tout cas, ça a été insurmontable. Je sentais quand on a commencé à remarcher que physiquement, mon corps s'était mis en mode off. Je n'arrivais plus à marcher dans les pas de mes amis et je me suis fait distancer, mais hyper rapidement. Et ça a été la partie la plus dure personnellement. Mais c'était psychologique aussi, je le sais. Et là, tu t'es même dit que t'arriverais peut-être pas au bout. Non, ça je le savais. Non, ça j'avais aucun doute. Ouais. Par contre, je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu égotique aussi à me dire, putain, mes 3 copains ils sont devant, ils ont l'air de pas du tout en chier, et moi je suis à la limite de la rupture là. Et je pense que j'étais encore dans un mode un peu égotique, ouais. Je le reconnais avec le recul. Aurèle, finalement, c'était dur ou finalement ce final était tranquille pour vous? Ah non, c'était terrible. Ah, donc il l'a joué au bluff. En fait. Mais en fait, là, il y a deux équipes. C'est clair. Il y a 2 équipes qui se sont formées à nouveau à la fin. Ils avaient envie de passer par la voie de l'eau. Et avec l'expérience du jour précédent, avec ce vent dans le nez qui ne nous permettait pas de pagayer, avec Elias, on a pris le parti de marcher. Alors oui, ça représentait une journée, un peu moins de 30 km à pied à la journée. Avec des sacs, je ne saurais même plus te dire le poids. À ce moment-là, on était peut-être à 30 kilos, 25 kilos, je ne sais plus. Quelque chose d'assez lourd, après 49 jours quand même, assez chiant. On a marre. Et du coup, des grands plats interminables où tu vois Anchorage en plus au bout. Tu vois les buildings, tu commences à voir les avions qui passent au-dessus de toi, qui vont poser à l'aéroport d'Anchorage. Et du coup, pour moi, c'est quand même un souvenir, ces derniers jours, hyper fort, d'une grande valeur, où on s'est fait manger, ronger par des milliers de moustiques dans la boue. C'était hyper dur, on était vraiment comme des cochons dans la boue, là, c'était trop bon. C'était trop bon, et le fait de se rapprocher de la fin, tu penses à ça, t'es dans ta misère, en face, tu sais qu'il y a l'hôtel, il y a le retour à la civilisation, et c'est un contraste assez étonnant que j'ai beaucoup aimé. On rentre comment d'un voyage comme ça, Christophe? Différent, ça c'est certain. Ah oui. Qui en bien. Ah ouais, je pense. On met du temps à s'en remettre physiquement, mais ah non, c'est 100% positif, ouais. Et puis, non, on crée, comme je disais, là, on a toute une équipe là qui est tournée autour de ce film qu'on présente, parce que voilà, ça a été l'aventure, et puis ensuite, c'est l'aventure du film, parce qu'on rentre, et puis juste en face, à Anchorage, on retrouve Johan et Pascal, qui sont les 2 personnes qui nous aident
à tout réaliser. Le réalisateur et le producteur. Ouais. Et donc on les retrouve en face et donc là en fait on part sur une autre aventure et eux ils ont aucune idée parce qu'on a très peu de contact avec eux de savoir si on a eu Oui, ils savent pas ce qui s'est passé pas du tout, ils savent même pas si on a utilisé une caméra. Ils savent Ce qui est pas. embêtant pour faire le film. Exactement, mais du coup on arrive, ensuite ils ont loué une maison, on se pose à la maison et là en fait on commence à leur balancer tout et ils disent « Ouah, tcha, c'est ouf ». La quantité de matériaux était assez hallucinante sur 40 jours. On a tous filmé à tour de rôle. Je pense qu'il y avait plus de 80 heures d'images. Donc ça fait long à dérusher. Ouais, le film fait 1h20, il est très réussi. On peut réussir une expé et rater son film, ou l'inverse, parfois. Là, vous avez réussi les deux. Donc, c'est plus facile l'inverse. Rater une expé, réussir un film. Non, c'était une volonté, dès le début du projet, moi, quand j'avais imaginé cette traversée, j'avais la volonté de ne pas faire une expé et un film, mais de faire un projet commun où tous les acteurs sont vraiment partie prenante de la narration ou alors de l'expédition, etc. Et avec Johan, c'était très intéressant parce que lui vient du cinéma d'auteur, il vient pas du tout de la montagne et il a apporté un point de vue qui était beaucoup plus centré sur les personnages et sur l'évolution des personnages et ça collait parfaitement avec la volonté d'immersion qu'on avait à travers ce périple où c'était très pratique pour lui de prendre 4 personnages un peu foufou au premier jour et de les récupérer le 50e et puis de voir au fur et à mesure des images ce qu'on peut en tirer pour faire un film. Et donc je suis vraiment content parce qu'on a vraiment réussi à faire une expé qui s'est plutôt bien passée, on peut le dire, et un film qui est en train d'être présenté au monde et qui, je l'espère, retranscrira ce qu'on a vécu, mais qui surtout retranscrira nos valeurs, en fait, qu'elles soient aussi bien dans l'expédition que dans le cinéma. Bon, et puis si vous n'avez pas l'occasion de le voir en festival, Les Jours Sauvages, il sera diffusé aussi sur Télé-Grelotte dans le cadre des prolongations des rencontres ciné-montagne. Vous pourrez découvrir donc cette aventure comme si on y est, puisqu'on vous suit pendant plus d'1 heure dans vos périples. Je crois, Aurel, en tout cas j'ai lu ça, que le retour à la vraie vie était quand même compliqué, pas loin de la dépression post-Alaska. Ouais, ça a été super dur pour moi. C'était la première fois que je partais dans un voyage aussi long et dans une telle autonomie et un tel éloignement du reste du monde. L'année précédente, on est allé au Kyrgyzstan, on avait fait 25 jours, mais c'était pas pareil, on était une grosse équipe. On avait fait un ski trip, on était resté sur place et on avait rayonné autour du camp de base. Que là, le fait d'être en itinérance, et puis en fait, c'était la première fois que je découvrais l'Alaska aussi. C'est quand même l'endroit de la planète, un des endroits de la planète les plus sauvages. Et puis moi, j'ai complètement été halluciné par la taille de tout, quoi. Que ce soit des animaux, des glaciers, des crevasses, des montagnes. Tout est démesuré et tu te sens très, très humble, très petit. Et effectivement, 50 jours, ça te retourne, hein. Et puis 50 jours, en fait, le fait de les vivre à 300% et d'être tous les jours vraiment très conscient de la chance que tu as, c'est aussi ça qui m'a fait, entre guillemets, du mal. Mais je dirais que c'est plus du bien aujourd'hui avec du recul et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait grandir et fait rencontrer des personnages incroyables et d'une beauté magnifique. Intérieur. La beauté intérieure, on peut pas dire extérieure parce que ça, c'est vraiment ton idée. C'est subjectif. Exactement. Non, c'est compliqué. Et beau le compliment. Non, ils le prennent même pas. Bon, vous êtes retourné, en tout cas, à votre passion première, le ski de pentraide, qui n'était pas forcément l'objectif de cette expé, mais que vous pratiquiez tout au long de l'année sur plein d'endroits différents. Alors, j'ai pris une de vos descentes, il y en a tellement. Je crois qu'il y a quelques mois avant l'été, là, on est revenu dans le massif du Mont Blanc. Hein. Ah oui, là, on est plus en Alaska, on devine Argentière en bas. Là, effectivement, c'était à la Vire de Lune, au Chardonnay. Alors, c'est une ligne qui avait ouvert Vivian Bruchet et Kylian Jornet 12 ans auparavant, et personne n'était repassé sur leurs traces. J'aime vraiment passer du temps. En fait, la montagne, le ski, je dirais que c'est le prétexte d'aller passer du temps en montagne, et surtout, une fois de plus, le partage. Et en fait, à chaque fois que tu es en montagne, tu découvres des couleurs, tu découvres des chardons, tu découvres du granit un peu plus orangé, et après, voilà, moi je vis pour le ski, j'adore ça, et le fait de pouvoir glisser, c'est ce qui me rend le plus heureux dans la vie, hein, tout simplement. 55 degrés cette descente par moment, une des plus techniques de ce que vous avez pu faire dans votre carrière. On s'assure jamais sur des passages comme ça? Alors là, quand on est au bon endroit au bon moment avec les bonnes conditions, et généralement on a la possibilité de quand même skier une très bonne partie de la descente. Là, cette descente, en l'occurrence, elle est assez unique parce qu'en fait, il y a un moment où il y a une vire de lune, ça fait une vraie vire au milieu de la descente, où on a une remontée sur corde d'une 50aine de mètres à faire. Ce qui était assez particulier dans cette descente, c'était surtout l'exposition au vide qui se trouvait en dessous, qui était permanent de haut en bas.
Et moi, c'est personnellement ce que j'aime beaucoup retrouver à ski, c'est cette apesanteur, cette idée d'être dans le ciel. Et là, c'était juste magnifique avec des condis parfaites. Mais c'est pas facile à avoir. C'était la 3e fois en un mois que j'essayais d'y aller. Est-ce que c'est plus engagé que ce que vous avez fait en Patagonie, justement avec Vivian Bruchet et Jules Saucier? Vous êtes venu aussi présenter ce film aux Rencontres Ciné-Montagne cette année. Cette écharpe de neige dans une paroi granitique. Là, c'était quand même... là, c'est encore autre chose. Là, en termes d'engagement, on a quand même passé un cap. On a vécu là-bas quelque chose d'assez puissant, hein, tout comme l'Alaska. C'était différent, c'était un voyage dans un autre style. Mais là, on est vraiment allé chercher dans cet itinéraire un petit peu des limites morales aussi, hein, parce que ça a été assez insupportable et magnifique à la fois, avec un vide abyssal sous les spatules. Là, il y avait 1000 mètres d'exposition, avec une pente sur le début assez correcte dans ce pan, autour de 50 degrés. Et en fait, plus on descend et plus c'est exposé, plus c'est raide. Ce qui était assez fort et assez lourd, pesant dans cette descente, c'était que cette rampe, tout du long, était exposée vraiment tirée vers le bas. C'est-à-dire que ce n'était pas une rampe à plat, c'est une rampe, comme on le voit, qui se déverse droit vers le vide, droit vers les abîmes. Et ça, c'était assez insupportable et assez beau à la fois. Et pour bien imager cette descente, c'est comme mettre une rampe de 300 mètres de long en termes de dénivellation au sommet des Drues. Donc, ça laisse imaginer quelque chose d'assez aérien et d'assez fort. Voilà. Rêve ultime de skieur, c'est comme ça que vous l'aviez qualifié à l'époque. Oui. Peut-être que depuis, il y a eu d'autres rêves. Effectivement, aujourd'hui, j'en ai plein d'autres des rêves et je pense que toute ma vie, ce serait comme ça, tout comme les deux loulous qui est en face. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué et j'ai été très, très heureux et très fier de partager ça avec Vivian et Jules. Et puis surtout, de passer et de répéter cet itinéraire qui avait été skié pour la première fois par Andreas Fransson, qui a disparu peut-être 2 ou 3 ans après. Voilà. Le film s'appelle Painting the Mountain, donc présenté aussi aux Rencontres Ciné-Montagne 2024 et projeté, diffusé sur Télé Grenoble dans le cadre des prolongations. Vous aurez peut-être l'occasion de le découvrir sur notre antenne tous les dimanches à 21h. On consacre notre soirée au film de montagne, à ces belles aventures. Alors, je voyais Christophe faire l'étonné, on va dire ça comme ça, par rapport à ce qu'Aurel racontait sur la pente raide, etc. Mais vous l'avez dit, c'est plutôt le snowboard, votre outil de prédilection. Et vous aimez bien aller titiller quand même les pentes raides, voire le vertige. Je savais, vous allez en venir. Les gens qui regardent ne savent pas encore. En fait, ils ne savent pas encore, les gens, ils se disent quoi? C'est quoi ces images? J'ai pas grand-chose sur YouTube, alors je me suis... Moi, ça me donne envie, ça. Mais en plus que c'est... Ouais, je fais des fois du snowboard, mais oui, c'est l'outil idéal. Ouais, ça c'est Avoria, c'est chez moi. C'est un spot organisé, structuré pour ça. La petite rampe, là, elle n'était pas là par hasard. Oui, c'est moi qui l'ai construit, cette petite rampe. C'est mon tremplin vers le ciel. Et donc là, je commençais, c'était la première fois où je sautais en snowboard, et après, je l'ai refait pas mal de fois, et j'ai essayé au maximum de voler dans le ciel avec mon snowboard. Et ça marche? Tirer le parachute le plus tard possible. Et des fois. Inspiration Bruno Bouvi, peut-être. Exactement, les mains dans le dos, le snowboard, ça s'appelait du sky surf à l'époque et ils partaient d'avion. C'est vrai, on les voyait voler, on a l'impression que c'était la planche qui les permettait de rester en lévitation. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Ils arrivaient à se déplacer, à avancer, à dériver. Et donc moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de partir de la montagne? Est-ce que ça marche bien aussi avec le VTT, cette technique? Faut demander à Aurel. Alors avec le VTT, ça dérive beaucoup moins, mais c'est tout autant agréable. Oui, voilà, c'est le même endroit, c'est la même passerelle. L'été. Superman site grave. Waouh. Alors moi j'ai juste une petite question. On a compris que vous aviez un parachute dans le dos pour amortir la descente. Le VTT, lui, qu'est-ce qui arrive après là? Le VTT. Déchetterie. J'en avais, pour l'anecdote, j'en avais acheté 5 la veille à un monsieur adorable qui m'avait vanté le fait qu'ils étaient tout remis en état et qu'il avait graissé la chaîne. C'était un monsieur qui remettait des vélos en état et voilà, je lui ai pas envoyé la vidéo, mais il faudrait que je le fasse. Donc voilà, on a tout récupéré, on a même mis des caméras sur le vélo pour voir comment il se arrivait en cassait. bas. Comment Mais il se cassait en bas. Pour l'histoire aussi, on a tout bien récupéré et rien pollué. Le spot est ouvert à tout le monde à Avoria ou c'est un coin Pas secret? Non. Pas forcément. On a terminé les dernières images du spot que vous n'avez pas en toboggan. On a fait un grand ventriglisse qui fait 50 mètres de long sur ce même spot et on glisse sur des bouées crocodiles, canards, tout ce que vous voulez, avec un petit peu de pec-citron. Et on s'envole dans le ciel en slip de bain et avec des masques de piscine ou des palmes.
Alexandre, le base jump, c'est aussi une des disciplines que vous pratiquez ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. T'as fait une fois. Et si tu m'as fait sauter Je une t'ai fois. lancé de mon parapente. Une fois balancé, une fois dans le vide. Non, mais c'est des sports qui demandent soit beaucoup de toilance, soit beaucoup de temps. Et si on se met dedans, faut en faire à fond. Parce que faut pas penser à autre chose quand on fait ça. Et je n'ai ni le temps ni le talent actuellement. C'est dur avec toi. Ouais, t'es dur. Ouais, c'est vrai. Le Ça temps, viendra. pas trop. Ça viendra. Mais parce qu'il Le achète talent, une ça maison peut venir aussi, c'est pour tardivement. ça qu'il a pas le temps. Bon, en tout cas, c'était très sympa de vous avoir comme ça pour nous faire vivre, hein, puisque nous, c'est par procuration qu'on vit ces aventures, hein, grâce à tous ces exploits. On va finir cette émission en feuilletant quelques livres. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire pendant vos 50 jours en Alaska, mais je vous présente quelques nouveautés. Et puisqu'on a parlé longtemps de ski et d'expé lointaines, je vous propose des idées pour partir en raid à ski autour du monde. 24 itinéraires testés par Jean Hannequin, qui est un guide passionné. On se balade avec lui sur tous les continents et dans des massifs montagneux très différents, de l'Arctique à la Patagonie. Et il y a d'ailleurs un itinéraire proposé dans ce bouquin en 7 jours pour rejoindre le sommet du Denali. Voilà, ça tombe bien. À partir de l'aérodrome de montagne de Kailtna. Donc je pense que c'est celui qu'on a. Kailtna, ouais, qu'on a une vu. autre approche. Voilà, il la propose comme ça, parce que les 50 jours avant, c'était peut-être un peu compliqué Ça pour, rentrait pas dans le bouquin. voilà, pour le bouquin qui est déjà conséquent. C'est déjà un gros livre, il y a beaucoup de plages, mais s'il avait fallu mettre 50 étapes au lieu de 7, il fallait faire un deuxième tome. En tout cas, voilà, c'est sorti aux éditions, c'est chez Garin, aux éditions Paulsen. Et il y a même des petits conseils de lecture pour chaque itinéraire, parce qu'on passe aussi beaucoup de temps à attendre. Vous aviez des bouquins, vous, pendant ces 50 jours, dans les packrafts ou dans les luges? Aurel avait une liseuse, mais on avait de quoi écrire pas mal sinon. On avait Moi, chacun. j'avais un bouquin que j'ai pas réussi à finir, c'était trop dur. Ça s'appelle L'expérience intérieure de Georges Bataille. Il y avait beaucoup de choses. J'étais pas prêt. Aurel aussi avait des trucs un peu sur Des trucs un peu puissants, un peu spirituels. développement personnel. Ouais. Pour s'élever Pour encore aller plus haut. chercher. Non, se chercher déjà. Oui, chercher, ouais. Avant de Qui s'élever. es-tu? Non, mais en termes de bouquins, vu qu'on est là-dedans, je conseille à tout le monde le dernier de chez Glénat. Ça s'appelle Une histoire de l'alpinisme au féminin. C'est Stéphanie et Blaise Agresti qui retracent l'histoire de l'alpinisme à travers des femmes incroyables qu'on a pour la plupart oubliées, qui ont volontairement été oubliées parce que l'histoire est écrite par et pour les hommes. Et donc, je vous le conseille, c'est l'édition Glénat, Une aventure de l'alpinisme au féminin. Très bien. Et puis Jean Hannequin, lui, pour le périple Denali, il conseillait le livre de Simon McCartney, Les fantômes du Denali. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, c'est pas mal aussi, mais un peu tristoun. Ouais. Mais bon. On ne peut pas toujours avoir des livres qui vont remettre le moral. Enfin, vous le connaissez, Jean Hannequin, parce qu'il a été professeur. Enfin, il est professeur à l'ENSA. Vous avez été guide de haute montagne. Vous l'avez peut-être eu comme Oui, on prof, l'avait non? comme prof, ouais, absolument. C'est un bon prof. Ah ouais, il Ouais. a toujours des bons plans pour les voyages et les idées de voyage. C'est sûr que les voyages, visiblement, il s'y connaît un petit peu. Non, puis c'est sûrement le guide et même le skieur qui a le plus bourlingué dans les massifs les plus reculés de la planète. Ça, c'est certain. Et ben voilà, si vous voulez suivre ses traces, sans forcément y aller, mais au moins c'est un livre qui se feuillette et qui permet de découvrir ces territoires. Et puis chez le même éditeur, Jean-Philippe Lelièvre signe Mont Blanc Express, un récit qui revient sur les différents records de vitesse réalisés sur le toit de l'Europe. Le premier chrono date du 5 juillet 1787. Ces 3 guides de Chamonix qui ont été les premiers à se chronométrer pour la première fois sur l'aller-retour Chamonix-Mont Blanc. Est-ce que vous savez, à votre avis, combien ils ont mis? Quelle année c'était? 1787. C'était un an après la première ascension du Mont Blanc. Donc on n'avait pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes outils. Je vais mettre une trentaine d'heures depuis Cham. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. 17. 17, 30. Je vais dire entre les deux, c'est entre les deux. 22. 23. bravo. Le point est à Christophe. 23 heures à l'époque pour faire l'aller-retour. C'est déjà ultime. Et il partait déjà de l'église de Chamonix, qui fait un peu office de point de départ et de point d'arrivée pour ces records. Bon, ils ont encore un peu de marge pour atteindre les 4h57 de Kylian Jornet en 2013, qui était lui en mode trail, ce qui lui avait valu d'ailleurs quelques critiques. Ou encore les 7h25 de la franco-américaine Hilary Girardi. Ce sont les images qu'on voit, qui était venue l'an dernier sur Grand Air nous parler et nous commenter son record féminin, qu'elle a établi dans le respect, on va dire, des règles de sécurité. On la voit, elle est en crampon, elle était même encordée par moment. Ça, c'est pas très sécu, ça.
Non, peut-être pas. La luge, c'est pour aller vite aussi. Ça reste un record. Non, mais alors pour replacer un peu ce livre et ces extraits sur l'échelle des jours sauvages, c'est absolument l'antithèse de ce que l'on a fait au Denali. Voilà, ça donne une idée. Vous n'avez pas couru une seconde. Vous pouvez pas? Impossible. Bon, vous avez jamais tenté tous les trois un petit chrono Même en avançant, ça c'était extraordinaire. Quand on s'est posé sur les packrafts et des fois des soirées, en fait on s'accrochait les 4 les uns à côté des autres. Il y en avait un qui cuisinait au milieu et puis les 2 autres qui dormaient. Et alors ça c'était extraordinaire de se sentir avancer vers notre point de destination sans rien faire. Sans effort. Sans effort. Tout doucement. Ouais, et on avançait des fois dans la rivière à 7 km/h, je me rappelle. Ouais, tout de même. C'est pas rien. C'est pas rien, hein, C'est avec pas rien. 0 calories usées, à manger des lyophilisés délicieux. Bon, voilà, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez lire Mont Blanc Express. C'est préfacé justement par Kylian Jornet qui répond aux critiques qu'il avait subies à l'époque de son record. On ne critiquait pas son record, mais on critiquait le fait qu'il y soit allé en tenue de trail, en basket, sur le sommet du Mont Blanc, ce qui n'était pas forcément, vous qui êtes guide de haute montagne, la bonne image à donner pour les autres pratiquants. Merci à tous les trois. On salue Elias. J'allais le saluer en anglais, mais non. Il faut qu'il puisse comprendre, donc on le salue en français. Oh, vous êtes méchant. C'est vous qui avez commencé. Hein. Moi, je ne fais que reprendre. Moi, si j'avais pas vu le film, j'en saurais rien. Donc, voilà. Merci, ça s'appelle Les Jours Sauvages. En tout cas, ce superbe film que je vous conseille d'essayer de voir, soit en festival, soit à Télé Grenoble, quand il sera diffusé sur d'autres supports. On se retrouve très prochainement dans Grand Air pour d'autres aventures.